L'invité de Paris Direct aujourd'hui, c'est vous, Patrick Desbois. Bonjour, merci de nous rejoindre sur l'antenne de France 24. Vous êtes français, vous êtes prêtre, spécialiste de la question génocidaire et vous accompagnez avec votre association depuis plusieurs années des réfugiés yazidis rescapés des exactions de l'État islamique en Irak et en Syrie. Vous signez aux éditions du Rocher Les larmes du passeur, récit au cœur de la nuit de Daesh, auprès de ceux qui ont clandestinement permis la libération de centaines de membres de cette communauté depuis 2014. Patrick Desbois, quant à l'été 2014, le groupe État islamique se lance dans cette guerre génocidaire, vous dites, contre les yazidis. Nous sommes dans le nord de l'Irak, dans la région de Sinjar. De combien de yazidis parle-t-on et pourquoi les djihadistes en font leur cible ? On ne sait pas exactement le nombre, mais pour les islamistes de Daesh, les yazidis n'ont pas de livre, donc ils sont classés comme religion du diable, des mécréants, donc tout est possible. C'est pour ça qu'ils vont arracher les bébés des familles et les faire adopter par des familles de Daesh. Ils vont prendre les adolescents jusqu'à 11 ans et les mettre dans des écoles islamiques, les transformer et les former dans des camps de terroristes en Syrie. Et puis malheureusement, ils vont vendre les jeunes filles dont ils vont vérifier la virginité avec des docteurs, les vendre par grands groupes. Et aujourd'hui, je dirais, une fille, une femme qui sort de Daesh a été revendue entre 25 et 35 fois. En quelques semaines, effectivement, à partir de cet été 2014, on est donc dans le nord de l'Irak. Des villages entiers sont décimés. Vous l'avez dit, les populations sont soit exécutées, soit emmenées de force dans les camps d'entraînement. Les femmes sont enlevées pour être vendues comme esclaves. C'est véritablement, et vous le documentez dans votre livre, un projet génocidaire qui a été mis en place par les hommes du groupe État islamique. Oui, lorsque les villages yazidis sont bloqués par les voisins, parce qu'ils avaient fait aussi un deal avec les sunnites voisins, on leur dit au barrage, vous convertissez à l'islam ou vous mourrez. Donc soit ils disent la shahada et ils vivent, soit les hommes sont exécutés tout de suite et les femmes et les enfants commencent, je dirais, un système de prison en prison et de revente en revente. Et à l'égard des femmes, y compris des très jeunes, il y a une violence sexuelle qui est absolument abominable. Ah oui, je me souviens toujours d'une dame, parce que nous avons filmé 400 personnes juste quand elle se sauve, une maman qui avait les yeux très bas, qui faisait de la dépression, elle avait sa petite fille, et à un moment elle fait sortir sa petite fille qui avait 8 ans, et elle dit, elle est la seule survivante, ils ont violé un groupe de filles de 8 ans avec 5 hommes, et la fille aujourd'hui ne voulait plus se doucher devant sa fille, avait peur de tout. J'ai entendu des témoignages, je dirais, les pires que je n'ai jamais entendus. Dans la préface du livre que font pour vous Beate et Serge Klarsfeld, qui sont connus notamment pour leur traque des criminels nazis, ils écrivent que ce génocide a eu lieu au vu et au su de tous. Ces personnes, ou si peu, ont fait quelque chose pour empêcher ça à l'époque. Oui, tout était visible parce que les Daesh en étaient fiers de faire ce génocide et donc ils mettaient des vidéos sans cesse. Et puis en plus, les filles étaient vendues par Facebook ou par d'autres moyens. Euh, et oui, effectivement, les gens sont mobilisés par la guerre, par le terrorisme, mais il n'y aura jamais un État qui va attaquer un autre pour arrêter un génocide. C'est une jolie idée, mais ce n'est pas dans le concret. Et c'est pour ça que les Yazidis se sont dit, on va s'organiser nous-mêmes. Et ils ont mis en place des passeurs qui ont mis, je dirais, des réseaux pour extraire le maximum de victimes. Il n'y a pas aujourd'hui de Yazidis survivants sans les passeurs. Alors précisément, le sujet de votre livre, ce sont ces quelques justes, dites-vous, c'est ainsi que vous les appelez, dont la mobilisation a effectivement permis de sauver des centaines de yazidis d'une mort certaine, en particulier des femmes et des enfants, des passeurs qui ont organisé très vite des réseaux. Qui sont-ils et comment ont-ils agi ? Par exemple, je pense à l'un d'entre eux, il était commerçant vers Alep, en Syrie, il est yazidi, donc il connaissait un peu tout le monde, il a monté des réseaux de boulangeries. En gros, la fille, lorsqu'elle est prisonnière, parfois elle est dans une cave attachée, mais parfois elle est aussi dans une pièce, elle a réussi à cacher un téléphone, et donc elle fait passer un message. Je me souviens d'une dame qui avait été achetée par le pharmacien de Raqqa, et le pharmacien avait assassiné ses 3 petits-enfants, les empoisonnant, et on recevait les messages qu'elle passait la nuit par WhatsApp. Et petit à petit, les passeurs ont réussi à la localiser et à monter un réseau d'extraction. C'était très dangereux parce que les Daesh étaient fous furieux, et lorsqu'une fille disparaissait, ils barraient toute la région, et s'ils trouvaient les passeurs, ils les assassinaient.
Alors il y a ces passeurs à la tête de ces réseaux, d'ailleurs qui ne sont pas tous yazidis, et vous le racontez dans votre livre, et puis ces centaines d'intermédiaires, parfois pour certains vraiment au cœur de l'organisation État islamique, des maillons indispensables dont la motivation, écrivez-vous, fait partie de la zone grise, car il est aussi évidemment beaucoup question d'argent. Ah oui, il est beaucoup question d'argent. Certains Daesh trahissaient en voulant se faire de l'argent en vendant du yazidi, donc ils enlevaient. Je me souviens d'un papa devant moi qui a reçu un appel de son fils en disant donne 15 000 $, sinon ils vont me faire kamikaze. Et le papa n'a pas pu rassembler les 15 000 $ et il n'a plus de nouvelles de son fils. Son fils a été fait kamikaze. Oui, ces passeurs ne sont pas du tout des bénévoles, mais justement, je voulais montrer cette zone grise dont on parle si peu. On aime les héros, on aime les victimes, mais il y a aussi toute cette zone grise qui a choisi la vie. Elle aurait pu choisir la mort parce qu'il y a des passeurs qui ont choisi d'aider les Daesh à sortir, les islamistes. Il y a les deux. Comment vont aujourd'hui ces rescapés yazidis avec lesquels vous travaillez, que vous accompagnez, qui ont survécu? Vous parlez notamment d'une génération d'enfants qu'il faut sauver. Oui, dans nos centres, nous avons plus de 150 enfants qui ont été, dont on a lavé le cerveau. Je me souviens d'un petit garçon, il avait 9 ans, il m'a dit: je ne suis pas yazidi, je suis américain. Il m'a parlé parfait anglais. Ma mère est Sam, et en fait, sa mère était Samantha. Il parlait de sa mère Daesh. Et au bout de 5 minutes, il m'a dit: est-ce que je peux arrêter l'interview? Je dis oui. Il me dit: tu vas me donner de l'argent. J'ai dit: de l'argent pourquoi? Il me dit: pour acheter un pistolet pour tuer mon père. Et maintenant, cet enfant, je dirais, est rétabli. Maintenant, il comprend qu'il est yazidi. Il ne parle très mal anglais. Il a repris sa langue maternelle, le kurde. J'ai interviewé il y a quelques jours, je reviens d'Irak, une dame qui parlait que allemand parce qu'elle a été achetée par une Allemande Daesh depuis 3 ans. Et donc, elle s'exprime qu'en allemand et elle ne voulait pas révéler l'identité. Il faut savoir aussi que ces gens ont été convertis. Il y a encore des yazidis sous Daesh. Daesh n'est pas mort, malheureusement. Et les passeurs aujourd'hui ont bien du mal à sortir ceux qui sont encore dans les griffes de Daesh parce que je dirais ils se sont convertis et parfois les yazidis sont devenus Daesh. Ce que vous souhaitez, et c'est ce que véhicule aussi la prix Nobel de la paix, la yazidi Nadia Mourad, c'est que ces criminels soient traduits devant la justice internationale pour génocide. Oui, nous coopérons en ce moment à plusieurs jugements en Allemagne pour des hommes et des femmes de Daesh allemands qui sont mis dans les tribunaux afin qu'ils ne soient pas accusés uniquement de terrorisme. Sinon, imaginez si on avait accusé Hitler de terrorisme, il l'était, mais il avait fait aussi un génocide. Mais c'est très dur à prouver parce qu'il faut trouver, je dirais, des survivants qui acceptent de témoigner. Une femme de Yazidi a accepté et aujourd'hui est témoin protégé en Allemagne dans un jugement. Très rapidement, quel est l'état de la menace aujourd'hui contre ce peuple alors que l'État islamique a été défait militairement mais reste présent en Irak et en Syrie? Ils veulent retourner dans leur village et on les encourage à cela, mais ils ont très peur parce que beaucoup de voisins ont coopéré au génocide et ont gardé la même idéologie. Et comme je vous le dis, Daesh n'est pas mort, les islamistes ne sont pas morts. Nous avons le malheur de le savoir en France dans les événements récents. Donc là-bas, vous imaginez que la menace est bien pire. Mais il faut quand même les aider à apprendre un métier, car depuis 5 ans, ils ont été sans école, sans éducation. Donc nous sommes optimistes. Nous estimons que 60-65% des enfants qui sont dans nos centres retrouvent la vie, la joie de vivre, le sourire et réapprennent, je dirais, à être yazidis. On va se quitter sur ce sourire. Merci beaucoup Patrick Desbois. Les larmes des passeurs aux éditions du Rocher, un livre terrible mais très important évidemment à lire. Merci, belle journée.